Henry Wadsworth Longfellow. Sa vie, ses œuvres littéraires, son poème Évangeline. Conférence, donnée à Moncton, le 27 février 1907, à l'occasion de la célébration du centenaire de naissance de Longfellow, par le révérend P.H. Bourgeois, CSC, de l'Université du Collège Saint-Joseph. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la pensée qui vous a tous réunis ici, ce soir, est une pensée d'admiration et de reconnaissance, elle vous fait honneur. Vous avez voulu raviver le souvenir d'un homme de lettres, qui fut aussi un philanthrope, un homme de cœur. Vous êtes venus ici rendre un tribut d'hommage bien mérité à la mémoire d'Henry Wadsworth Longfellow, l'écrivain distingué, qui a écrit des pages si touchantes, sur notre triste épopée, le poète aimable et gracieux, dont tout un monde salue aujourd'hui, le centenaire de naissance. Actuellement les grandes revues mensuelles, et les journaux quotidiens de la République américaine, consacrent à l'illustre professeur poète de Bowdoin, et de Harvard de longues pages, remplies d'appréciations et d'articles magnifiques. Nous, Acadiens, nous voulons aussi prendre notre place, mêler nos voix émues et reconnaissantes, à ce concert de louanges qui s'élève, de tous les points de l'Amérique, en l'honneur du barde, qui a chanté la sainte et inviolable fidélité de Gabriel Lajeunesse et d'Évangeline Bellefontaine. Partout où la touchante idylle acadienne Évangeline a été lue, dans la chaumière du pauvre, ou dans les palais des grands, en Angleterre, au Danemark, en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, car le poème Évangeline a été traduit dans la langue de tous ces peuples. Partout des larmes de sympathie sont tombées des yeux à cause de nos grandes épreuves de 1755. Partout le poème de Longfellow nous a fait connaître, aimer et respecter. Ce soir, mesdames et messieurs, sous les auspices de l'intéressante et patriotique Société L'Assomption, je vais essayer de vous indiquer les principales étapes de la vie d'Henry Wadsworth Longfellow. Ensuite nous passerons brièvement en revue les meilleures productions littéraires sorties de sa plume. Dans la seconde et dernière partie de cette conférence, je résumerai le beau poème Évangeline, tiré de notre histoire, et j'introduirai ici et là quelques notes d'appréciation générale sur les œuvres littéraires du grand poète. Henry Wadsworth Longfellow est né à Portland, Maine, le 27 février 1807. Il était encore jeune quand il fut envoyé aux écoles de sa ville natale. À 14 ans, il commença ses études classiques à Bowdoin College, Brunswick, Maine et il les termina avec grand succès en 1825. Il a été dit que, de 1818 à 1825, Bowdoin College vit, dans ses murs, plus d'élèves distingués qu'il n'en a jamais vus ensemble depuis cette époque. Mentionnons, entre autres, l'historien J.S.C. Abbott, Franklin Pierce qui fut plus tard président des États-Unis, de 1855 à 1857, le romancier Nathaniel Hawthorne, etc. Durant cette première partie du XIXe siècle, il passait sur la Nouvelle-Angleterre, comme sur le monde entier d'ailleurs, un souffle de renaissance classique. Cette renaissance présageait des innovations importantes et nombreuses. L'enseignement, secondaire et universitaire, allait en ressentir, aux États-Unis, l'influence salutaire et puissante. Ce fut alors que les directeurs des institutions américaines décidèrent d'élargir le cadre de leurs études classiques, et de modifier quelques-unes des traditions ancestrales de leur enseignement. Harvard donna le branle à ce mouvement en fondant une chaire de langue moderne, laquelle comportait, dès le principe, l'enseignement du français, et de l'espagnol seulement. George Ticknor, qui avait étudié ces deux langues en Europe, fut le premier professeur chargé d'enseigner le français et l'espagnol à Harvard. Quand Longfellow termina son cours classique à Bowdoin, en 1825, il y avait déjà 7 ans que Ticknor enseignait les langues modernes à Harvard.
Ces cours étaient si hautement appréciés par le public américain que Bowdoin College résolut d'introduire cet enseignement des langues modernes étrangères dans son programme d'études. Après avoir terminé son cours classique, Henry Wadsworth entra au bureau de son père, l'honorable Stephen Longfellow, avocat, avec l'intention d'étudier le droit, et plus par obéissance aux désirs de sa famille, que par goût personnel pour les instituts et les pandectes. Il n'y passa que 6 mois. D'abord, il se sentait plutôt attiré vers l'étude des lettres et des langues modernes. De plus, les directeurs de Bowdoin College le poussaient vers ses dernières études, et le pressaient de voyager dans ce but. Un jour, ils lui promirent la chaire des langues modernes dans leur établissement, s'il se livrait sérieusement, et durant quelques années, à l'étude pratique de ces langues. L'honorable Stephen Longfellow favorisa les désirs de son fils, et des directeurs de Bowdoin, et le jeune Henry Wadsworth entreprit son voyage d'Europe. Il y consacra 4 années, visitant les îles britanniques, la France, l'Espagne, la Hollande, l'Allemagne et l'Italie. Il revint à Bowdoin College dans l'automne de 1829, où il enseigna durant 6 ans. En 1835, les directeurs de l'université de Harvard lui offrirent la chaire des langues modernes dans leur institution, devenue déjà célèbre. Pour mieux s'acquitter des fonctions plus difficiles de ce nouveau poste, Longfellow repassa en Europe, où il séjourna 15 mois. Cette fois, il visita le Danemark, la Suisse et l'Allemagne. Il entra au professorat des langues modernes à Harvard en 1836, et y remplit cette charge d'une manière continue durant 18 ans. Déjà en 1831, pendant qu'il enseignait à Bowdoin College, Longfellow avait épousé Mary Storer Potter, fille de l'honorable Barrett Potter, de Portland, Maine, une femme distinguée, très versée dans les lettres et les sciences. En novembre 1836, l'année même où Longfellow entrait au professorat de Harvard, Madame Longfellow mourut, au cours d'un voyage, à Rotterdam, en Hollande. Le poète a rappelé son souvenir, dans un morceau de poésie intitulé « Footstep of Angel », dont vous me permettrez de détacher et de lire les stances suivantes. Très belle, très touchante. When the hours of day are numbered, and the voices of the night wake the better soul that slumbered, to a holy, calm delight, here the evening lamps are lighted, and, like phantoms grim and tall, shadows from the fitful firelight dance upon the parlor wall. Then the forms of the departed enter at the open door. The beloved, the true-hearted, come to visit me once more. He, the young and strong, who cherished noble longings for the strife, by the roadside fell and perished, weary with the march of life. They, the holy ones and weakly, who the cross of suffering bore, folded their pale hands so meekly, spake with us on earth no more, and with them the being Boetius, who unto my youth was given, more than all things else to love me, and is now a saint in heaven. With a slow and noiseless footstep comes that messenger divine, takes the vacant chair beside me, lays her gentle hand in mine, and she sits and gazes at me with those deep and tender eyes, like the stars, so still and saint-like, looking downward from the skies. Les 2 autres strophes sont également charmantes. Dans chaque vers, on voit la bonté, la douceur d'âme, la tendresse, et les affections pures de Longfellow. 2 ans plus tard, le jeune poète américain demanda la main de France Elizabeth Appleton, fille de Nathan Appleton, de Boston, et sœur de Thomas Gold Appleton, auteur de livres bien connus. C'était une femme qui joignait à une rare beauté de nombreuses qualités de cœur et d'esprit. Il essuya un refus. Mais, sur les sommets de la pensée humaine, où planent les aigles de la poésie, et les génies de l'art, il y a des ressources sans nombre. Longfellow écrivit un joli roman en prose, intitulé Hyperion. Les 2 personnages principaux de cet ouvrage sont Paul Fleming et Mary Ashburton qui représentent, à ne pouvoir s'y tromper, Henry Wadsworth Longfellow et France Elizabeth Appleton. Hyperion eut un grand succès. Le public en raffola,
et la jeune Appleton fut conquise. Ils furent unis en mariage en 1843. De cette union, il naquit 6 enfants, 2 fils et 4 filles. Parmi celles-ci, il y eut Fanny qui mourut durant son enfance. Notre poète eut pour domicile, durant de longues années, l'historique manoir, Regis, à Cambridge, Boston. À diverses époques de l'histoire, depuis la Révolution américaine, plusieurs Américains distingués ont habité cette maison. George Washington y vécut quelque temps, après la bataille de Bunker Hill. Plus tard, c'est le professeur Edward Everett, conférencier public de renom, homme d'État, etc. L'historien Yaspar qui séjourna plusieurs années. Puis c'est le savant lexicographe, Joseph Worcester, ainsi que d'autres hommes célèbres. En 1854, Longfellow résolut de se retirer de l'enseignement. Il ne fait pas un secret des motifs qui l'engagèrent à présenter sa démission au directeur de l'université Harvard. Il était fatigué des ennuyeuses fonctions de l'enseignement. Il admet qu'il incombe aux meilleurs hommes d'études de se sacrifier pour soutenir les intérêts du haut enseignement. Mais, pour lui, il cède sa place, dit-il, à d'autres plus jeunes, plus habiles, plus courageux et plus dévoués. Il ajoute que c'est une carrière noble, de très haute utilité, d'importance souveraine, nationale. Par contre, elle est ingrate, très fatigante, incompatible, croit-il, avec des travaux littéraires suivis, même avec les exigences de la vie de famille et sociale. Et il termine en s'écriant, « Ode de Drudgery of Teaching ». Retiré du professorat, Longfellow se livrait plus librement à ses travaux littéraires, et jouissait des charmes intimes de la famille, quand, dans la soirée du 4 juillet 1861, un terrible événement vint le frapper dans ses affections les plus profondes. Madame Longfellow, revêtue d'un léger habit de mousseline, à cause de l'excessive chaleur du jour, était occupée, seule, à de petits travaux du ménage, lorsque, par le contact d'une bougie allumée, ses habits prirent en feu. Personne ne se trouvait là pour porter secours à la malheureuse femme. Tous ses vêtements brûlèrent sur elle, et elle succomba à ces terribles tortures 3 jours plus tard. Longfellow fut atterré par cet effroyable malheur, et porta dans les traits de sa figure, durant tout le reste de sa vie, l'impression, le souvenir de cette navrante épreuve. 6 mois plus tard, ses cheveux étaient devenus blancs comme la neige, et ses amis intimes pouvaient à peine le reconnaître. Cependant, il vécut encore au-delà de 20 ans, et mourut en 1882, à Cambridge, entouré de l'affection de ses enfants, de ses nombreux amis, et de l'admiration du monde des lettres. Au physique, Longfellow était, dit-on, un homme de physionomie agréable. Il portait la tête haute et droite. Son air était plutôt rêveur et pensif. Il aimait plus l'obscurité qu'il ne recherchait la société. Cependant, une fois engagé en conversation avec des personnes qui le comprenaient, il était d'humeur gaie, d'une gentillesse et d'une affabilité remarquables. Il fut toujours content de son sort, très fidèle à ses amis, et à ceux avec lesquels il eut des relations d'affaires. Son esprit de charité, de bienveillance, le portait à voir dans toutes les créatures le bon côté, les qualités, et les bienfaits de l'œuvre de Dieu. Sa vie a été bonne, douce et tranquille, malgré les épreuves dont elle a été abreuvée. Honoré des hommes, il a terminé une carrière très pleine, remplie de travaux difficiles, soignés, importants, lesquels témoignent non seulement de son activité, mais même et surtout de l'élévation, de la grâce, et de la maturité de son esprit. Examinons maintenant ses œuvres. Longfellow n'avait que 16 ans quand il commença à écrire des poésies. La plupart des poèmes ou odes, qui, dans l'édition de Canedos classique, par exemple,
ont pour titre. Les poèmes ont été écrits lorsqu'il était élève de Baudouin Collège, d'où il sortit pourtant à l'âge de 18 ans. Ces jolis morceaux respirent la sève et la chaleur de la jeunesse. Longfellow faisait publier ses odes, ou petits poèmes, dans le Literary Gazette ou l'Atlantic Monthly. Il fut peu encouragé au début. Il avait déjà publié les perles poétiques suivantes: April Day, Autumn, Woo in Winter, Sunrise on the Hill, Hymn of the Moravian Nun, et The Spirit of Poetry, lorsque, un jour, il alla porter une jolie ode à l'éditeur du Literary Gazette. Celui-ci l'accueillit froidement, refusa de publier ce poème offert, et, lui remettant son manuscrit, lui dit sèchement: Young man, you had rather buckle down tout de là. Le poète n'en fit rien. Il continua de caresser la muse, et il en tira, durant le reste de sa vie, des accents et des mélodies qui ont charmé le monde. De 1835 à 1838, le public accueillit avec un vif intérêt, Outre-mer et Hyperion, deux ouvrages en prose, dont j'ai déjà mentionné le dernier. En 1839, ses éditeurs publièrent Voices of the Night, une collection de poèmes charmants. Je remarque surtout dans cette collection Psalm of Life, petite ode de 36 vers, émaillée de magnifiques pensées, d'idées touchantes et sublimes. Citons quelques vers. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, the dust returnest, was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined ender way, but to act that each tomorrow find us farther than today. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and, departing, leave behind us footprints on the sands of time. En 1841 et 1842, nous voyons apparaître Ballade et auteur poème. C'est un recueil de poésie toute riche et pittoresque, toute de diction souple et mélodieuse. Il y en a une de ces ballades que je veux signaler particulièrement. Elle a pour titre The Old Clock on the Stair. Longfellow venait de lire quelques-uns de ces sermons du père Jacques Bridden, qui remuaient les populations des campagnes de France, et même de la capitale. Dans un de ces sermons, la phrase suivante l'avait frappé: L'éternité est une pendule dont le balancier dit, et redit sans cesse, ces deux mots seulement dans le silence des tombeaux: toujours, jamais, jamais, toujours. Il fit sur le champ le morceau de poésie dont je viens de vous donner le titre. L'allure de ces vers est ample, frappante, et remue l'âme. Il y a 9 stances de 8 vers chacune. J'en cite 2 strophes, au hasard, sans choix, car elles sont toutes belles. Somewhat back from the village street stands the old-fashioned country seat. Across its antique portico tall poplar trees their shadows throw, and from its station in the hall an ancient timepiece says to all, forever, never, never, forever, through days of sorrow and of mirth, through days of death and days of birth, through every swift vicissitude of changeful time, unchanged it has stood, and as if, like God, it all things saw, it calmly repeats those words of awe, forever, never, never, forever. En 1843, Henry Wadsworth publia Poem on Slavery et The Spanish Student, drame en 3 actes. Sur cette question de l'esclavage, Longfellow désirait grandement l'émancipation des Noirs. Toutes ses sympathies furent toujours acquises au mouvement anti-esclavagiste. Dès sa jeunesse, même sur les bancs du collège, Longfellow était abolitionniste, un disciple de l'école, ou de la doctrine de William Lloyd Garrison, qui fut, aux États-Unis, le grand agitateur contre la traite des Noirs. Dans une courte période de temps, et à peu d'intervalles les uns des autres, notre poète publia de Poètes, un Portrait of Europe, de Belfray of Bruges, Evangeline, de Story of Cavanagh, ouvrage en prose, de Science de Fireside, de Golden Legend. Ce dernier travail est la traduction d'un poème latin du Moyen Âge,
composée par le dominicain Jacobus de Voragine, et écrite au XIIIe siècle. En 1855, le public accueillait avec enthousiasme son joli poème, The Song of Yavata. Il s'en est vendu 50 000 exemplaires, dans les 2 ans qui ont suivi sa publication. En revanche, peu de livres, en Amérique, ont été aussi violemment critiqués. Les éditeurs en étaient exaspérés. Monsieur Field, directeur de la société qui avait acheté les droits de publication et de vente de ce poème, vint trouver un jour le poète, et s'en plaignit amèrement. Monsieur Longfellow, dit-il, les journaux, les revues font toutes sortes d'attaques contre The Song of Yavata. Prenez votre plume, et défendez-vous. Il faut nécessairement que vous mettiez fin à ces écrits injurieux. Libellez-le. Comment se vend le livre? Répondit doucement Longfellow. Le livre? Le livre? Dit l'éditeur qui ne s'attendait pas à cette question. Nous ne pouvons suffire à l'expédier à ceux qui le demandent. Eh bien, laissez hurler les envieux et les mécontents. Ils font d'excellentes réclames en votre faveur, repartit le poète. On peut dire de Longfellow ce qu'un critique français éminent a dit de Casimir Delavigne, dont la faculté du beau, l'heureuse nature, et même les productions littéraires, ressemblent beaucoup à celles de notre poète américain. Sa vie était mieux que la vie d'un philosophe, c'était la vie d'un sage. Il avait, pour ainsi dire, tracé un cercle autour de sa destinée, comme il en a tracé un autour de son inspiration. Il vivait comme il pensait, abrité. Il aimait son champ, son jardin, sa maison, sa retraite. Le soleil d'avril sur ses roses, le soleil d'août sur ses treilles. Il tenait sans cesse près de son cœur, comme pour le réchauffer, sa famille, ses enfants, quelques amis. Il avait ce goût charmant de l'obscurité, qui est la soif de ceux qui sont célèbres. Il composait dans la solitude, ces poèmes qui plus tard remuaient la foule. Il était doux à toutes choses, à la vie, au succès, à la souffrance. Doux à ses amis, doux à ses ennemis. En but à de violentes critiques, à un dénigrement amer et passionné, il semblait ne pas en douter. Sa sérénité n'en était pas altérée un instant. Il avait toujours le même calme, la même expansion, la même bienveillance, le même sourire. Le noble poète avait cette candide ignorance de la haine qui est propre aux âmes délicates et fières. Il savait d'ailleurs que tout ce qui est bon, grand, fécond, élevé, utile, est nécessairement attaqué. Et il se souvenait du proverbe arabe, on ne jette de pierre qu'aux arbres chargés de fruits d'or. Les critiques littéraires se sont demandé quel était le plus beau poème, le chef-d'œuvre de Longfellow. The Song of Yavata ou Evangeline, dont je vais vous entretenir tout à l'heure, et, là-dessus, les opinions sont restées partagées, grammatici certaines. Longfellow préférait lui-même Evangeline, qu'il appelait son idylle de prédilection. The Song of Yavata est une légende indienne. L'action se déroule chez les Ojibwés, tribu indienne qui vivait au sud du lac supérieur. La mesure du poème est très entraînante, c'est le vers anglais trocaïque de 8 syllabes. Il y a de vigoureuses descriptions, des scènes très bien inspirées, pleines d'émotions, enfin tous les éléments d'un poème épique moderne de premier ordre. Ces répétitions de termes et d'épithètes donnent un cachet original à cette composition, et beaucoup de couleurs locales aux personnages qu'elle fait entrer en scène. Son chapitre de famine, où il raconte les souffrances qui se font sentir au milieu de ces indigènes, au cours d'un hiver exceptionnellement sévère, est très impressionnant. Il renferme à peu près 200 vers. Vous me permettrez de vous en lire les 25 premiers.
Oh, the long and dreary winter, oh, the cold and cruel winter, ever thicker, thicker, thicker froze the ice on lake and river, ever deeper, deeper, deeper fell the snow o'er all the landscape, fell the covering snow, and drifted through the forest, round the village. Hardly from his buried wigwam could the hunter force a passage. With his mittens and his snowshoes vainly walked he through the forest, sought for bird or beast and found none, saw no track of deer or rabbit, and the snow beheld no footprints, and the ghastly, gleaming forest fell and could not rise from weakness, perished there from cold and hunger. Oh, the famine and the fever, oh, the wasting of the famine, oh, the blasting of the fever, oh, the wailing of the children, oh, the anguish of the women. All the earth was sick and famished, hungry was the air around them, hungry was the sky above them, and the hungry stars in heaven like the eyes of wolves glared at them. Il y a bien d'autres poèmes intéressants sortis de la plume féconde de Longfellow. Ce serait vous ennuyer, vous lire un catalogue, que de vous donner les titres de tous ces ouvrages. Je choisis les principaux. The Courtship of Miles Standish, poème héroïque-comique, qui amusa beaucoup le public américain. The Tale of a Wayside Inn, ce qui se traduit par les contes d'une auberge au bord de la route. Ces contes forment une collection de légendes intéressantes. Il y en a une qui s'est inspirée à notre histoire. C'est une ode de 300 vers, intitulée « De Baron of Saint-Castin », où le poète raconte l'odyssée du baron de Saint-Castin, depuis son départ de la maison paternelle, dans les Pyrénées, France, jusqu'à son mariage avec la bénaquisse Mathilde Madoc-Avando. Nous ne pouvons non plus passer sous silence son travail de géant, la traduction d'une grande partie des œuvres de Dante. À propos de traduction, je veux ajouter que Longfellow a fait beaucoup de travaux de ce genre, et qu'il a remporté des succès marquants. Il a traduit en vers anglais très élégants de nombreuses poésies espagnoles, portugaises, italiennes, françaises, de vieilles poésies anglo-saxonnes, des poèmes suédois, danois, allemands, ce qui prouve qu'il était un homme de grand travail, aussi bien que de vaste érudition. Dans ses œuvres diverses, Longfellow a été le poète de la liberté, de la philanthropie, de la charité fraternelle, de l'émancipation des opprimés, le poète des affections simples et pures, le chantre des beautés de la nature, dont il reconnaît toujours Dieu pour auteur, et pour maître, le poète des sentiments que nous inspire le vrai, le bien et le beau. Non seulement Longfellow est un poète chrétien, mais c'est un éducateur du peuple, un apôtre de la liberté chrétienne bien comprise. En outre, nature tendre, cœur aimant, il a été le poète des enfants. La compagnie, les amusements de la jeunesse, et surtout des petits-enfants, le charmèrent toujours. Je n'ajouterai qu'un mot à cette courte appréciation, c'est que l'influence des œuvres de Longfellow a été immense pour le bien. Sa largeur de vue, sa sympathie véritable pour ceux qui peinent au bas de l'échelle sociale, ont révolutionné les idées de ses compatriotes, il y a un demi-siècle, surtout des puritains, qui, après avoir été les victimes de l'intolérance en Grande-Bretagne, étaient devenus eux-mêmes, à une certaine époque, les champions de la tyrannie et du despotisme, en Amérique.